Bonjour à tous, je suis Marie Tabarly, donc je gère l'expédition The Elementaire Project, où Elementaire c'est une résidence autour du monde. C'est une sorte de grand think tank flottant, c'est une résidence où on invite des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise, des politiques, des philosophes, des spationautes, un peu de tout, à réfléchir autour d'une thématique. Et cette année on a décidé de faire une tournée des îles du Ponant, en se calant sur la trajectoire 5.0 des Outre-mer. Du coup, on a commencé par 5 îles de Bretagne. On a commencé par Bretagne et un peu ailleurs. Vu que le Ponant est un peu plus vaste que ça. On a commencé par le zéro déchet à Belle-Île. On a continué sur le zéro vulnérabilité au Glénan. Nous avons fait le zéro carbone à Ouessant. Nous sommes redescendus sur l'île Dieu pour le zéro exclusion. Et nous voici donc à Groix pour le zéro polluant agricole. Nous avons 4 invités, nous devions en avoir 6. Il y en a 2 qui ont été testés Covid il y a 2 jours. Nous, on pense bien fort à eux. Et du coup, nous retrouvons monsieur Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne, Joël Labbé, sénateur du Morbihan, Marcel Le Pennec, ancien maire de Moëlan-sur-Mer, et Maxime de Rostolan, entrepreneur, écologiste, comment te définir, militant, y a un écrivain maintenant aussi. La table ronde sera modérée par Théo Sanson qui porte le projet Elementaire avec moi. Et je vous souhaite donc une très bonne après-midi. La table ronde va durer à peu près 1h30. Bon après-midi. Merci Marie, et merci d'avoir introduit tous les intervenants. Je tiens à remercier Loïc et la région Bretagne d'être partenaire, forcément. Un petit mot pour introduire aussi le fait qu'on n'est qu'une tablée masculine aujourd'hui. Pour zéro exclusion, on n'avait que des femmes. Voilà. Aujourd'hui n'est pas coutume. On devait avoir également la présence de Marianne Bassoleil du RAIA, qui est le collectif agricole Inter-Îles. Et pour les raisons de Covid n'est pas là. Et le directeur général d'Andros, Florian Delmas, qui pour les mêmes raisons est en septaine et ne pourra donc pas être présent. Ici à Groix, on a choisi d'aborder la thématique des zéro polluants agricoles parce que c'est une île qui a vraiment accéléré sa transition au niveau du bio, au niveau tant agricole que aquacole. Et on va parler de cette thématique dans sa dimension la plus large possible. Et on va commencer avec Joël Labbé qui va nous parler de la loi Labbé et de ses phytosanitaires. Merci, ça marche. Merci, tout d'abord très heureux d'être là, à cette table. Hélas exclusivement masculine, mais tu l'as expliqué tout à l'heure, la prochaine fois ce sera rétabli. Alors voilà, je suis sénateur du Morbihan depuis septembre 2011. Ce n'était pas prévu, j'avais pas de plan de carrière, mais je m'y suis retrouvé après avoir été maire et puis président du projet de parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Voilà, je découvrais le Sénat et lorsque j'y suis arrivé, la première mission à laquelle j'ai participé, c'est la mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. Je ne savais pas l'existence de ces missions. J'en ai trouvé tout l'intérêt et tous les moyens que nous avions pour mener des investigations sur des sujets. Suite, pendant 6 mois de travail, d'une façon pluripolitique, et suite à cette mission, il y a le rapport avec des recommandations qui avaient été votées à l'unanimité. Et moi, comme je me disais, il faut quand même que l'on fasse quelque chose quand on apprend ça. Et j'aime beaucoup la stratégie. J'ai choisi de ne parler que des pesticides à usage non agricole, en disant la loi d'avenir agricole, ce sera l'année prochaine, mais on en parlera, mais si de front on allait sur les pesticides agricoles, jamais on pourrait trouver une majorité. Donc je me suis intéressé aux non agricoles, les pesticides dans les collectivités locales sur les espaces publics. Étant maire de Saint-Nol, je le pratiquais depuis 2007 avec bonheur, et 10% des communes françaises étaient déjà vers le zéro pesticide, d'une part. Et puis là, c'était l'article 1er, interdiction des pesticides sur les espaces publics des communes, et l'article 2 dans les jardins domestiques, parce que pour avoir travaillé avec des maraîchers bio, avec des horticulteurs bio, on démontrait qu'on n'avait pas besoin non plus de pesticides dans les jardins. Voilà, j'ai déposé cette proposition de loi avec simplement 2 articles. On me dit c'est de l'utopie, Joël, tu ne sais pas comment ça marche, il y a l'Europe, il y a les lobbies, il y a tout ça. Et en fait, je suis tenace, et au bout d'1 an de travail, on a fini par trouver une majorité, et la loi a été votée au Sénat.
est votée conforme à l'Assemblée, donc applicable, et elle est appliquée depuis le 1er janvier 2017 dans les communes, 1er janvier 2019 dans les jardins domestiques. Et avec bonheur, personne n'est sinistré, contrairement à ce qu'on pouvait nous dire. Et au contraire, il y a déjà eu des analyses qui ont été faites sur les espaces publics des communes, notamment par l'école du paysage de Blois, qui a dénombré, je crois que c'est de l'ordre de 307 espèces en ville, espèces végétales qui réapparaissent. Parce que la nature est bien faite, si on la laisse s'exprimer, elle est capable de nouveau de reprendre le dessus. Alors c'est une toute petite loi, une loi pied dans la porte parce que le pied est mis, elle ne pourra plus se refermer. Voilà. Alors évidemment, depuis, en toute logique, il s'agit de travailler sur l'évolution de l'agriculture et la promotion et le développement de l'agriculture biologique, qui démontre qu'on n'a pas besoin des pesticides pour fonctionner. C'est aussi travailler sur la PAC, notamment avec la plateforme Pour une autre PAC, qui revendique la mise en place de paiements pour services environnementaux, pour récompenser... La PAC, est-ce que tu peux rappeler succinctement ce que c'est au cas où? Oui, PAC, politique agricole commune, que l'on souhaite devenir P2AC, politique agricole et alimentaire commune. Donc ce sont les débats actuels et les débats dans les mois qui viennent. Et là, c'est essentiel. Par l'Europe, on pourra accélérer la transition agricole. Alors à propos de l'Europe, la loi Labbé, la France est la plus avancée dans les communes et les jardins, la plus avancée de l'Europe. Donc une de mes ambitions maintenant, c'est de faire en sorte qu'elle soit appliquée à terme sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et comme nous sommes des ambitieux, parce qu'il est nécessaire d'être ambitieux dans une situation de péril, via l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, j'ai proposé une motion qui a été reconnue, à savoir faire la promotion des alternatives aux pesticides sur l'ensemble de la planète. Voilà pour les temps qui viennent. Et puis aussi, puisqu'on travaille sur la question de l'agriculture et l'évolution de l'agriculture, c'est de faire en sorte que cette agriculture vertueuse, elle serve pour l'alimentation le plus possible locale. Et donc on travaille sur la relocalisation de l'alimentation, qui se base évidemment sur la remise en place sur les territoires des systèmes de polyculture élevage, avec système fourrager, ce qui se passait par le passé, mais d'une façon modernisée avec les bons côtés du progrès. Donc c'est aussi un objectif ambitieux. On est convaincus, les uns et les autres, chacun jouant son rôle, notamment avec les projets alimentaires territoriaux, pour qu'on finisse par y arriver, parce que c'est salutaire pour tout le monde. Et à propos de sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire, puisque nous sommes sur une île en pointe sur ces sujets, eh bien faire en sorte que les îles puissent être des territoires expérimentaux sur la relocalisation de l'alimentation et tendre vers la souveraineté alimentaire des îles, à savoir que la majeure partie de l'alimentation consommée sur l'île soit produite sur l'île. Là encore, on nous dit c'est de l'utopie parce que l'alimentation est définitivement mondialisée. On en voit le résultat de l'alimentation mondialisée. Il faut en finir, non pas par le biais d'une rupture et des exportations, comme des importations, il sera nécessaire d'en faire, mais tout ce qui peut être relocalisé est la meilleure des choses. Alors l'utopie, oui, une utopie revendiquée par ces temps périlleux, et en disant une expression que j'ai entendue il y a quelque temps et qui me plaît beaucoup, parce que la situation est préoccupante, on n'a même plus le temps d'être pessimiste. Alors soyons optimistes, d'un optimisme combatif. Merci beaucoup pour cette magnifique introduction. Et c'est l'occasion idéale du coup de parler du travail de Marcel Le Pennec, qui est ex-maire de Moëlan et qui a fait du sujet de la résilience alimentaire et de la relocalisation de l'agriculture son combat. Oui, merci beaucoup. Donc merci à Marie Tabarly de m'avoir invité, puisque je n'ai pas la dimension politique de mon voisin Joël Labbé, bien sûr. J'ai été maire par accident de la commune de Moëlan-sur-Mer. Je pense que vous savez où ça se trouve. C'est juste à la pointe là-bas que vous voyez dans la brume. Donc c'est une commune de 7000 habitants en hiver, de 15 à 20 000 en été, et cette année encore plus, et qui a donc 12 km de côte,
qui est bordée par l'océan, et cette maritimité donc s'inscrit jusqu'au plus profond du territoire de la commune, donc 4800 hectares, 2400 hectares de surface agricole utile. Et nous avons donc estimé qu'il y avait rien qu'en bordure du littoral, 500 hectares de zones en friche où la nature a repris ses droits. Alors, c'est quoi une zone en friche? Vous en avez bien sûr sur l'île de Groix, c'est-à-dire que vous avez plusieurs strates de la végétation. D'abord, une sous-strate avec des fougères, des landes, des ronces, etc. Puis, une strate un peu plus élevée qui est donc composée essentiellement par des aubépines et des pruneliers. Et enfin, dominant donc le tout, vous avez quelques arbres, quelques essences qui sont particulières, comme les chênes et de plus en plus les frênes. Donc, Moulins-sur-Mer, c'était autrefois une commune maritime pendant à peu près donc un siècle, de 1850 à 1960. L'industrie sardinière a fait les beaux jours de la commune. L'économie était essentiellement basée sur la pêche à la sardine et au maquereau, avec 3 ports. Le Belon, où vous avez encore donc de l'huître, Brignot, qui est devenu donc depuis 1916 un port depuis 2016 un port d'intérêt patrimonial, et puis Mérien, vous avez aussi donc de l'ostréiculture. Ces 3 ports étaient sardiniers, avec de nombreuses conserveries, notamment à Brignot, qui a été le 2e port sardinier de Bretagne, et après Concarneau, et donc Mérien. Et puis, à partir des années 60, donc, la sardine a commencé à déserter le littoral français. C'est un poisson qui faisait des migrations depuis le golfe de Gascogne, qui remontait donc à partir de mai et jusqu'en octobre-novembre au plus haut de la pointe nord de la Bretagne. Donc ce poisson a disparu, et les paysans pêcheurs qui vivaient donc moitié de la pêche à la sardine et moitié de leur lopin de terre qui était donc annexé à leur propriété, eh bien ces gens-là se sont trouvés dans le besoin, n'ayant plus donc de ressources pour vivre. Alors ils sont partis soit faire la pêche au Sénégal et en Côte d'Ivoire, soit ils ont vendu leur bateau, et puis ils sont allés chercher fortune où? Devinez, dans la région parisienne, Paris, la région parisienne. Donc ça, c'était dans les années 1960-1970. Et puis, pendant le même temps, vers les années 70, on a vu arriver les premiers touristes sur le littoral breton, et notamment donc à Moulins-sur-Mer. Premiers touristes qui venaient essentiellement de Paris, la région parisienne, qui n'étaient pas bien vus, bien sûr, parce qu'ils ne parlaient pas tout à fait comme nous, ils avaient des mots un petit peu particuliers, et on les traitait donc de dorifores et de maquereaux de dérive. Alors c'est pour vous dire qu'ils étaient très bien appréciés. Mais ces gens-là, ils ont persisté, c'est-à-dire que malgré le mauvais temps, puisque tout le monde savait qu'il pleuvait en Bretagne les 3 quarts de l'année, ils ont acheté des cirés. Et comme finalement l'environnement leur plaisait, ils ont fini par acheter des petites bâtisses, des bouts de penty, pour ceux qui connaissent le breton, et ils se sont établis. Mais ils étaient là pour passer des vacances et non pas pour travailler la terre. Donc en achetant ces bâtisses, ils achetaient aussi quelques lopins de terre, parfois 1 hectare, mais ils n'en avaient que faire. Et donc, finalement, on a vu que les paysans pêcheurs étant partis ailleurs, toutes ces terres-là sont devenues un culte. Donc, quand je suis arrivé en 2014 à la mairie de Moulins-sur-Mer, comme il n'y a pas d'industrie, il y a une usine de fabrique de bois de métallique qui date effectivement donc, de cette histoire sardinière, il n'y a rien autrement. On est trop loin de la RN 165, qui est ce cordon ombilical qui dessert le sud de la Bretagne. Donc, impossible de faire revenir les industries chez nous. Je me suis dit qu'il y avait peut-être là une occasion de relancer une économie agricole. Mais donc, j'ai le péché d'avoir été enseignant-chercheur et d'avoir enseigné de l'écologie marine à l'université. Et donc, je me suis dit que si on redonnait ces terres à l'agriculture, il ne fallait pas que ce soit pour les conventionnels, mais bien pour de l'agriculture biologique. Donc, je vous rappelle, nous étions en 2014, et en 2014, le mot agriculture biologique était banni encore du territoire. Donc, lorsque j'ai présenté ce projet,
à Quimper en septembre 2014, au département, devant la CDAF. J'ai eu bien sûr une levée de bouclier de la part de la Chambre d'agriculture, du syndicat de la propriété privée rurale, et surtout, donc, derrière, il y avait bien sûr la FNSEA. Alors pourquoi? Parce que j'avais osé dire, tout simplement, que c'était pour de l'agriculture biologique, alors que, sur la commune de Mouillan, nous avons donc une dizaine de gros agriculteurs, c'est-à-dire qui ont entre 150 et 200 hectares de terre, qui se partagent donc les 2400 de SAU, et qui pensaient, ils étaient tous pour la reconquête des friches, à condition, bien sûr, que ça leur revienne. Donc, d'emblée, le pari n'était pas gagné. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est comment faire pour récupérer ces friches, sachant qu'elles ont été très morcelées dans le temps, et qu'aujourd'hui, donc, le projet sur lequel nous avons travaillé, qui est donc de 120,4 hectares, appartient à 400 propriétaires et qu'il y a 1200 parcelles cadastrées. Eh bien, nous avons ressorti un petit article du Code rural que personne ne connaissait, que tout le monde avait oublié, parce qu'il a été écrit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et il était donc enterré dans les profondeurs de l'agriculture, c'est le cas de le dire. Cet article du Code rural, il stipule qu'un préfet peut donner l'ordre de travailler une terre qui est restée en friche pendant au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Personne n'avait ressorti cet article-là. Donc nous l'avons ressorti. Nous avons donc beaucoup discuté. Alors le département nous a suivis. Et quelque chose de très important aussi, c'est que dès le départ, j'ai pris contact avec des associations de protection de l'environnement, puisqu'elles sont assez nombreuses en Bretagne, et notamment avec la SEPNB, Bretagne Vivante, dont je suis un ancien membre. Donc pour moi, c'était facile de reprendre contact avec eux, et puis les associations locales de protection, pour leur dire que si effectivement nous réussissions ce pari, ce n'était pas pour défriser le littoral, parce que nous avons un superbe chemin de randonnée, le fameux GR35, qui parcourt la côte et qui fait face à ces paysages un petit peu typiques. C'est-à-dire qu'en hiver, on a l'impression d'être dans les steppes de Sibérie ou autres, les aubépines qui sont rases, etc. C'est un paysage qui était très, très beau, et qui favorise effectivement le tourisme. Je n'allais pas raser cette côte, j'allais donc faire ce qu'on appelle une mosaïque paysagère, laissant donc des îlots où la biodiversité pourrait s'exprimer. Donc d'emblée, j'ai eu donc le soutien de ces associations de protection de la nature, qu'elles soient régionales, départementales ou locales. Ensuite, ça a été bien sûr le parcours du combattant, puisque comme je vous ai dit, il faut donc, à partir du moment où le département nous a accordé, en septembre 2014, l'autorisation d'expérimenter sur 120,4 hectares, il a fallu mettre en place une commission communale d'associations foncières de 25 personnes, comprenant bien sûr le maire plus un élu de la commune, mais aussi les représentants de la Chambre d'agriculture, des zones rurales, des différentes zones rurales, c'est-à-dire des zones forestières, des zones cultivées, etc. etc. Donc ces personnes-là avaient pour mission de se rendre sur le terrain, d'analyser les parcelles et voir celles qui pouvaient être rendues à l'agriculture biologique et celles qu'on allait laisser parce qu'elles étaient déjà remarquables par certaines espèces végétales, par exemple des pommiers, d'anciens pommiers. Donc pourquoi pas redonner donc, suite à un verger, ou alors des arbres remarquables qui avaient déjà 40 ans ou 50 ans. Donc ça a été un très long travail et je remercie beaucoup donc, le département d'avoir mis à notre service 1 emploi et demi. Ensuite, bien sûr, il fallait convaincre la DDTM. Donc ça a été un très très gros morceau. Et pour mener à bien le projet, il nous a fallu 5 ans.
5 ans de démarches administratives. Joël Labbé nous disait tout à l'heure au déjeuner, pour faire un projet qui sort un peu de l'ordinaire, il faut être un peu fou. Alors, j'irai pas jusqu'à là, je pense que je ne suis pas trop fou, mais je suis certainement insensé. Parce que de faire un tel projet, c'est vraiment tous les jours, y penser, y travailler, discuter avec l'administration, avec d'abord le département, puis la DDTM, puis la région, que nous avons mis aussi au courant, et nous avons eu la bénédiction de la région. D'ailleurs, je remercie beaucoup la... Républicaine. Oui, bien sûr, il va s'en dire. Donc Loïc, qui est là, qui représente la région. Nous avons été écoutés par la région, à défaut d'autre chose, parce que pour mener ce tel projet, donc il faut effectivement de l'argent, ne serait-ce que pour reconvertir ces terres. Et il faut à peu près donc 1000 hectares pour 1000 euros par hectare pour débroussailler. Avant de rentrer dans les détails, je suis désolé, je voulais pas te couper parce que du coup, on voit bien la complexité de ce que tu cherches à mettre en place, les milieux naturels, le côté agriculture biologique, l'article de loi qui vous a permis de vous mettre en relation les uns avec les autres, la complexité des acteurs, etc. Et on va y revenir, c'est juste qu'il il faut laisser un peu tout le monde s'exprimer pour qu'on puisse élargir un peu le champ et on y revient tout de suite après. D'accord. Loïc Chenet-Girard, du coup, quels sont les enjeux? Tu parles souvent du fait que les régions sont un levier d'action important pour les sujets d'agriculture. Quels sont les enjeux du territoire et quelle est la politique de la région au sujet de l'agriculture? Les enjeux du territoire, ils ont un peu été évoqués par les deux pionniers qui se sont exprimés avant moi. C'est de gérer les transitions et d'accélérer les transitions sur nos territoires, avec soit des lois, soit des expériences menées à des échelles locales. Le rôle de la région, c'est de faire en sorte de participer au débat politique au niveau national et au niveau européen. Je vais y revenir dans un instant, pour faire en sorte qu'on puisse accélérer ces transitions, et puis prendre les bonnes expériences qui peuvent exister dans une commune, comme à Moëlan, comme ici sur Groix, comme sur l'île d'à côté à Belle-Île, et en faire des exemples pour les développer de plus en plus. Il y a deux choses qu'il faut avoir en tête, ou en tout cas deux principes que j'essaye d'avoir en tête en permanence. C'est le sujet de l'autonomie alimentaire, qui est un vrai combat. Un vrai combat parce que là, pendant la crise Covid, on s'en est rendu compte, mais heureusement que nous avons eu à manger tous les jours. On a manqué de papier toilette de temps en temps dans les supermarchés. Je dis souvent, si on avait manqué de lait, de beurre ou d'un autre produit, nous aurions eu des émeutes. Donc le sujet de l'autonomie alimentaire est très importante et si possible l'autonomie alimentaire de proximité. Et le deuxième sujet à avoir en tête, c'est la finitude du monde. Et si on croise ces deux sujets, on voit les combats qu'on a à mener. Et en Bretagne particulièrement, puisqu'on a un modèle issu de l'après-guerre qui est en train de muter à des vitesses variables et qui nécessite d'y mettre des moyens, des textes de loi et de l'ambition. Rapidement, je vais faire très court, il y a un premier objectif, c'est de garder les terres agricoles et des espaces naturels. Et c'est déjà un gros combat. La région a posé dans ses schémas, dans ses règles, le fait d'arrêter de consommer des terres agricoles et des espaces naturels. On en consomme 3000 hectares par an. Donc il va falloir freiner, puis arrêter. Dans le même temps, nos citoyens veulent s'installer. Nos enfants, nos amis veulent des lieux de vie agréables et on voit bien le débat qu'il y a sur la concentration des villes. Donc là, il y a des sujets considérables sur lesquels il va falloir expérimenter, réfléchir, travailler pour avancer. Deuxième sujet, le modèle agricole. Le modèle agricole idéal en Bretagne, c'est polyculture-élevage. C'est le modèle idéal, avec des exploitations d'une taille suffisante pour vivre, mais d'une taille pas trop grosse pour faire en sorte que les agriculteurs soient propriétaires de leur outil de production. En tout cas, ça c'est mon choix, c'est mon objectif. Et c'est là-dessus qu'on met les moyens. Pour ça, le souhait, c'est que la PAC change. Alors Joël a dit PAAC, pourquoi pas? Moi, je suis d'accord d'inclure l'alimentation dans la PAC. Moi je propose qu'on la régionalise, que la région ait le pouvoir d'avoir la PAC. Et j'ai déjà dit que si la région Bretagne avait la PAC, demain il faut plafonner les aides européennes par tête de pipe sur les exploitations. Et vous verrez que naturellement les exploitations elles ne continueront pas de tendre vers 200, 250, 300 hectares. Elles viendront se stabiliser
entre 60, 80, 100, 120 hectares peut-être. Et moi, je crois qu'il faut dire que c'est un projet politique et qu'on l'assume. Et puis, un deuxième aspect, c'est un minimum d'aide. Parce que quand vous voulez vous installer en horticulture ou en production légumière sur des petits espaces, en bio, en agriculture raisonnée ou autre, si vous êtes sur 3 hectares, par exemple, vous avez 600 € par an de la PAC. Ça ne vous permet pas de vivre. Ou en tout cas, ça ne vous permet pas de vous installer et de vivre dignement. Et donc, avec un plancher de PAC et un plafond de PAC, on change déjà l'orientation du modèle et du système. Après, j'ai 2 autres combats qu'on doit mener, mais qui sont très compliqués. L'arrêt du soja. Il faut arrêter d'importer du soja. C'est indispensable. Je suis en face du port de Lorient. On importe du soja par tonne et par tonne. Et bien entendu que ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit très clair. Et l'objectif de la région, c'est d'arrêter d'importer du soja. Et dans les cantines de la région, dans les lycées, depuis le mois d'avril dernier, j'ai signé un arrêté pour dire que je ne voulais plus de produits issus d'animaux nourris au soja. Et donc, il faut des productions. Alors, on n'arrivera pas forcément à faire la production à la parcelle, à la ferme, à l'autonomie dans chaque exploitation, vu le modèle agricole breton, je ne vais pas mentir, mais au moins des boucles à 200-300 km avec la région centre qui a ses cultures céréalières à bout de souffle, ou avec la région Normandie, la région Pays de la Loire, on peut inventer des modèles avec des boucles vertueuses qui me semblent intéressantes. Et puis le deuxième sujet, c'est les pesticides, mais là j'ai des experts à côté de moi qui en parlent encore mieux que moi, pour faire en sorte de tendre vers un modèle sans pesticides, en tout cas pesticides de synthèse. Il y a d'autres modèles, d'autres outils de lutte mécanique ou pesticides naturels, qui sont autorisés en bio d'ailleurs, qui nous permettraient de lutter. Et puis là, il y a tout le débat sur la vitesse de transition. Voilà rapidement les combats sur lesquels j'oriente les budgets de la région et sur lesquels j'essaye d'obtenir une oreille du gouvernement. Et puis voilà les mots que je prononce à Bruxelles quand j'ai la chance d'y aller avec d'autres pour dire qu'il faut que tout ça bouge et que les territoires soient la clé pour faire changer les choses. Merci beaucoup. Maxime, entre Ferme d'Avenir, La Bascule, les pépinières... Oui, mais... Sens-toi libre de commencer par ce que tu veux. Merci beaucoup. Merci Marie pour l'invitation et bravo pour l'initiative, c'est super. Ça nous ramène un petit peu, moi étant militant de la terre, être un petit peu en mer, ça fait du bien. Moi je suis arrivé dans tout ça par le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature. En gros, la nature, elle développe des technologies qui sont extrêmement efficaces, hyper puissantes parce qu'elles fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil, elles ne savent pas produire de déchets, elles sont résilientes. Elles tiennent des millions, des centaines de millions d'années. Nous, l'homme est arrivé il y a 200 000 ans, l'Homo sapiens sapiens. On a découvert le pétrole il y a 100 ans. Et en 100 ans, on a détruit ce qui avait mis des milliards d'années à se faire. Et en gros, il y a un chiffre, moi, qui m'a fait basculer dans l'agriculture, en tout cas dans le lobbying agricole. C'est le chiffre qui explique notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture. En 1940, avec 1 calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. D'accord, on convertissait un petit peu de charbon, un petit peu de pétrole en beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. En conventionnel. Alors, je vais expliquer pourquoi est-ce que... Mais quand même, divisé par 25 son efficacité énergétique, c'est un peu... Enfin, depuis l'époque de ses grands-parents, c'est un peu une insulte à l'intelligence humaine pour une société qui se dit développée que d'être aussi peu efficace. Et du reste, ça fonctionne tant que le baril vaut $50, quoi. Le jour où le baril vaut $200, et c'est la question que je pose à tous les ministres de l'Agriculture, les uns après les autres, que je rencontre, je leur dis, que devient la ferme France le jour où le baril passe à $200 ? Est-ce que vous avez évalué ce risque ? Ils me disent mais non, mais on peut pas le faire. Vous êtes ministre, hein, vous pouvez faire cette étude, diligenter une recherche comme ça. Alors à moins que vous me prouviez que le baril ne passera jamais à $200, il faut faire cette étude. Et en fait, on constate que si jamais le baril passe effectivement à $200, la ferme France est sur la paille. Alors juste pourquoi est-ce qu'on a divisé par 25 ? En quatre explications. Les méthodes de production avec force phyto, force tracteur. Il faut d'ailleurs rappeler que les 3/4 de l'empreinte carbone d'une ferme, c'est dans l'épandeur, c'est pas dans le réservoir du tracteur. Hein, c'est les phytos, c'est les engrais. C'est pas le fait de passer le tracteur pour faire la charge. Effectivement, parce que toujours les conventionnels disent oui, mais vous labourez, nous on laboure pas, vous passez 4 fois le tracteur. Oui, mais en fait, c'est bien les produits qui pèsent lourd dans la facture carbone. Donc, les méthodes de production, la mondialisation, comme le disait Joël tout à l'heure, avec des produits qui parcourent 2000 km avant d'arriver dans votre assiette.
Le corollaire de ça, c'est l'emballage. C'est du plastique et donc du coup c'est aussi du carbone. Et ensuite il y a évidemment le régime alimentaire qui est beaucoup plus carné qu'à l'époque de nos grands-parents, avec 80 kilos de viande par an par habitant en France. Voilà. Et en fait, un petit bonus en 5e, c'est le gaspillage, puisque comme on a tiré les prix vers le bas et qu'aujourd'hui l'alimentation vaut rien, quasiment, enfin, c'était 30% du budget des ménages dans les années 60, c'est 12% maintenant, donc on a divisé par 3 ce qu'on consacre à l'agriculture, à l'alimentation, et donc du coup, ça choque plus personne qu'un tiers de ce qui est produit soit jeté, et ça vient aggraver cette déperdition en efficacité énergétique. Donc du coup, je me suis convaincu qu'il fallait changer les choses et essayer de renverser la tendance. Et donc je me suis renseigné et donc j'ai découvert la permaculture. C'est un peu le biomimétisme appliqué à l'agriculture. On regarde comment fonctionne une forêt naturelle, une prairie. Ça produit 10 à 100 fois plus de biomasse qu'un champ de blé. Sans irrigation, sans déchets, sans pétrole, c'est vachement, ça fonctionne bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il faut s'en inspirer. Et donc c'est là que j'ai décidé moi j'ai passé du temps à la ferme du Bec et Loin, dont certains ont peut-être entendu parler puisque c'était dans le film Demain. C'est là-bas que je me suis formé. J'ai fait un BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, en Bretagne d'ailleurs, à Combourg. Et j'ai décidé de lancer une première ferme expérimentale en Touraine, dans la région centre, où sur 1,5 hectare, on s'était mis en tête d'évaluer la viabilité économique, technique et sociale de ce type d'agriculture par rapport à l'agriculture industrielle et chimique. J'ai du mal à dire agriculture conventionnelle, n'ayant jamais moi-même signé de convention et n'ayant jamais vu de convention signée à cet égard. Donc il y a bien une agriculture industrielle et chimique, une agriculture plus naturelle. Et donc du coup, on a voulu évaluer la viabilité de l'agroécologie en gros. Et on s'est dit... En fait, on est parti même fleur au fusil, on a dit on va prouver que l'agriculture naturelle est plus rentable que l'agriculture chimique. Et en fait, non. En fait, on n'a pas réussi à montrer ça parce que on veut pas, dans la ferme qu'on avait, on disait tu vas travailler, mais tu vas travailler 35, 39 heures, et puis tu auras des heures sup, on va te les payer, puis tu auras 5 semaines de congé, et puis on voulait des horaires décents de travail, des conditions de travail désirables, parce qu'il y a quand même 200 000 agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2025. Si on veut susciter des vocations, le portrait ou le tableau qu'on nous dresse d'un paysan aujourd'hui, c'est quand même bosser 70 heures semaine pour gagner 350 € par mois pour un tiers d'entre eux, et avec un suicide tous les 2 jours. Enfin, genre, il n'y a pas beaucoup de candidats, quoi. Donc il faut essayer de trouver quelque chose qui attire plus les gens, et donc on s'est dit on va essayer d'avoir des conditions de travail désirables, et en fait on a vu qu'on s'équilibrait pas. On ne produisait pas assez de légumes, alors on vendait pas, à moins de vendre le kilo de tomates à 25 €, ce qu'on voulait pas faire, ça fonctionne pas. Et alors on s'est dit mais zut, comment on voit bien que techniquement ça fonctionne, qu'il y a plein de gens qui veulent se former, que les clients sont là, mais en fait il y a un problème économique. Comment fait l'agriculture industrielle et chimique pour être rentable? Et alors? Elle n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable, l'agriculture industrielle et chimique. Il y a 10 milliards d'euros de subventions directes qui sont envoyées par la PAC, donc c'est 1 million d'euros chaque heure pour s'endetter, pour acheter des tracteurs et des produits. Et puis, 10 milliards de subventions directes, mais combien de subventions indirectes avec toutes les externalités négatives qui sont cachées et que les lobbyistes ont bien joué depuis, ont eu beau jeu depuis 25 ans de passer sous silence et de passer sur les dépenses publiques. Ici, on est en Bretagne, on peut parler des algues vertes, mais on peut parler des problèmes de santé. Hein, avec les perturbateurs endocriniens, on sait que ça coûte 80 milliards par an à l'Europe, les perturbateurs endocriniens. Alors, tout ne vient pas des pesticides, il y a aussi les cosmétiques, etc. Mais globalement, quand même, ce qu'on mange, c'est quand même... Voilà, il y a des chances que ça vienne beaucoup de là. Les problèmes de santé, les problèmes de biodiversité. On a perdu 80% des insectes en France en 30 ans. Là, il y a une étude du WWF qui est ressortie, qui redit on est à 64% des espèces de vertébrés dans le monde qui ont disparu en 50 ans. Enfin, je veux dire, dans le temps de ma vie, on a détruit plus de la moitié des animaux de la planète. C'est juste fou. Et donc ça, on ne sait pas combien ça coûte. Hein. On passe sous le tapis ces dépenses, on verra bien un jour. Les externalités sur les gaz à effet de serre, parce qu'on est dans un truc où l'agriculture, elle pèse pour 23% en gros des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Si jamais on intègre un scope plus large avec les transports, etc., on est plutôt à 40%. Donc tout ça, c'est des choses que l'agriculture industrielle passe sous silence. Et en fait, si jamais, au moins, ça crée de l'emploi. Si jamais les agriculteurs y vivaient bien, on pourrait dire bon, ok, on comprend, ça détruit un peu la nature, mais comme c'est bien pour l'homme, on le fait. Mais non, l'agriculture industrielle et chimique a détruit 80% des emplois du secteur en 40 ans.
On est passé de 10% d'agriculteurs à 2% d'agriculteurs. Donc ça fonctionne pas et en gros on s'est dit bon bah il faut à un moment donc moi comme on montre que techniquement ça fonctionne, qu'il y a des gens qui veulent se former, il y a des fermes qui se créent des projets comme ça mais qui galèrent économiquement, il faut rétablir la distorsion de concurrence inique qui existe entre cette agriculture industrielle et chimique et l'agroécologie qui est le bon sens. D'ailleurs, pour tous les problèmes que je viens de citer, sur la santé, sur la biodive, sur la qualité de l'eau, c'est un truc que j'ai pas dit, mais évidemment c'est les algues vertes, mais le coût de la dépollution de l'eau directement imputable à l'agriculture chimique, si on dépolluait, parce qu'on le fait pas, c'est dans les nappes, c'est trop compliqué, ce serait 60 milliards par an en France. Or, 60 milliards, c'est le PIB de l'agriculture en France. L'agriculture, ça pèse 60 milliards d'euros. Donc, si jamais on voulait provisionner la dépollution de l'eau, il faudrait déjà doubler le prix de l'alimentation. Donc on voit bien que c'est pas rentable, c'est pas viable, et donc il faut absolument résoudre ça. Et ça s'appelle le paiement pour services écosystémiques, ça s'appelle compter ce qui compte vraiment. En gros, voilà, moi le cheval de bataille donc, de ma ferme, petit à petit, j'ai monté pas mal de projets pour aller démontrer dans plein de fermes qu'il y avait des gens qui y arrivaient plus ou moins bien, qu'il y avait cette distorsion de concurrence, et pour montrer les leviers dont on pouvait disposer au niveau législatif. Et donc je me suis engagé beaucoup dans les états généraux de l'alimentation pour essayer de faire passer un truc qu'on appelle donc le paiement pour services écosystémiques. Et donc l'explication elle est simple, on compte mal aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va dans le mur. On a des mauvaises lunettes parce que avec nos indicateurs, l'indicateur principal qui est le PIB, avec cet indicateur là, une marée noire, il faut dépolluer, il faut démanteler le bateau, il faut reconstruire un bateau, il faut le remplir, ça fait du PIB, ça fait de la croissance. Donc une marée noire, c'est bon pour le pays, c'est bon pour l'économie. Un accident de la route, c'est bon pour l'économie. Un cancer, c'est bon pour l'économie. Donc c'est des trucs qui sont bien. Enfin, je veux dire, il faut à un moment rétablir notre vision et rajouter deux prismes à nos lunettes ou à notre boussole. C'est le capital naturel et le capital humain. Il faut les intégrer dans la comptabilité, dans les normes comptables et indexer les impôts sur cette comptabilité intégrale. Et en fait, comme c'est un peu compliqué et qu'on ne va pas tout de suite s'attaquer aux normes comptables, on s'est dit on va faire un truc plus simple, c'est le paiement pour services écosystémiques. Un agriculteur qui arrête d'utiliser du glyphosate, il va économiser des dépenses de santé ou des dépenses de dépollution de l'eau. Et ben une partie de ces économies qu'il va avoir offert à la société, on va lui rétrocéder, donc il va être incité fiscalement ou financièrement pour aller vers de bonnes pratiques, et on verra qu'à terme, se nourrir nous coûtera beaucoup moins cher. Collectivement, aujourd'hui, le choix de l'agriculture industrielle et chimique est un choix hyper coûteux pour la société. Personne ne sait évaluer combien, parce qu'en fait, évidemment, c'est une boîte de Pandore. Enfin, voilà, dès qu'on va commencer à creuser, on pourra avoir des idées, mais ça coûte des milliards d'euros, et il faut... Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas continuer dans ce sens-là. Et effectivement, la polyculture élevage est le système idéal à tout point de vue. Pendant les états généraux de l'alimentation, on disait, à l'échelle de la ferme, il faut que ce soit la polyculture élevage. Et on avait les syndicats majoritaires en face qui disaient, non, regardez, la France, c'est déjà de la polyculture élevage. Regardez, on a des céréales dans la Beauce, on a des porcs en Bretagne. C'est bien de la polyculture élevage. Ouais, non, vous êtes mignons, mais on va essayer de restreindre un petit peu le périmètre et faire quelque chose. Et ce qui est très rigolo, enfin pas rigolo ou pas, j'en sais rien, mais j'ai passé un peu cet été en Bretagne, j'ai passé un mois en Bretagne, j'ai pas vu un seul porc, j'ai pas vu un seul cochon. Hein, donc est-ce qu'on fait vraiment de l'élevage en Bretagne ou est-ce que c'est de l'industrie du porc? Enfin j'en sais rien, mais en tout cas, et donc bravo pour ce que vous faites sur le soja. J'ai hâte de voir comment ça se traduit et comment est-ce qu'on relocalise et comment est-ce qu'on recouvre notre indépendance protéique. Et voilà. Et donc, voilà un petit peu un tour d'horizon et je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a envie de réagir à des sujets qui ont déjà été donnés? Moi, je veux bien réagir sur ces derniers propos. Bien entendu que dans l'esprit, ce que nous exprimons les uns les autres va à peu près dans le même sens. Mais il faut quand même faire attention à deux choses. La première chose, c'est qu'on est dans une société qui est en cours de fracturation et je crois que nous avons besoin d'entraîner tout le monde vers ces changements. Et donc je n'utiliserai pas les mêmes termes. Je comprends complètement l'agriculture chimique industrielle telle que vous la présentez. Je comprends le mot qui choque, je comprends le mot qui permet de faire cette transition et il faut faire cette transition. Mais je pense qu'il faut la faire avec les agriculteurs.
Parce que si jamais on se retrouve dans des clivages et des tensions majeures, on va avoir des difficultés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas confronter les idées et qu'il ne faut pas s'opposer à tel ou tel type de modèle. La FNSEA est contre le modèle de régionalisation de la PAC. Ça ne m'empêche pas de le voter dans mon hémicycle régional. Ça me permet de continuer à dire voilà la ligne que je veux, même si on n'est pas d'accord. Mais sur ce point-là, je fais un premier pas de côté par rapport à la manière dont les choses sont exprimées. La deuxième chose qu'il faut mettre dans le modèle, c'est que si on est parti dans cette agriculture basée sur le pétrole, les pesticides et le soja, c'est parce que la France après-guerre a voulu se retrouver dans une situation d'autonomie avec un modèle qui lui semblait vertueux à l'époque et qui, à l'époque, a permis de sortir, par exemple, une région comme la Bretagne de la misère. Nous étions dans la misère. Vu avec nos lunettes d'aujourd'hui, c'est une erreur. Mais on ne peut pas condamner absolument ceux qui ont fait ces choix à l'époque. Parce que la Bretagne d'après-guerre était dans une misère noire. Il faut s'en souvenir quand même. Maintenant, il faut changer le modèle. Il faut faire cette réorganisation de système qui nous permette d'avancer. Et il faut un dernier élément, c'est que le monde il est ouvert aujourd'hui. Et moi, je suis forcément intéressé par l'évolution du monde. La protection de la Bretagne est indispensable. Et on va y arriver, puisqu'on a quand même quelques leviers et on va en avoir d'autres, je l'espère, avec les textes au fur et à mesure qui vont passer. Mais si la réduction de notre production chez nous continue d'augmenter les importations venues d'Ukraine ou de d'autres pays du monde dans lesquels les normes sociales et les normes environnementales ne sont pas acceptables, on va dans un mur. Parce que si la mer monte en Ukraine ou en Amérique du Sud, la mer monte en Bretagne. Et donc sur ces sujets-là, il faut que les combats, notamment au niveau de l'Union européenne, permettent très clairement de dire que certains produits qu'on ne veut pas chez nous, on ne veut pas non plus les importer. On ne veut pas non plus les importer. Et je pense que sur ce sujet-là, il faut être très ferme, parce que sinon, on se condamne nous-mêmes. Juste un petit tac au tac avant de passer la parole à Joël. Juste merci de ressortir cette croyance sur l'histoire de l'après-guerre. En fait, il y a vraiment une légende là-dessus. En France, après la guerre, la France avait faim. La France avait faim aussi, effectivement. Mais le dernier ticket de rationnement, il date de 48. Donc en 48, la France a plus faim. Or, les tracteurs et le remembrement, c'est les années 60. C'est-à-dire que c'est le New Deal. C'est quand on a dit, OK, comment on reconstruit? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a tous les industriels qui faisaient les tanks, qui faisaient les explosifs, etc., qui ont dit, nous, on peut se recycler en faisant des tracteurs, en faisant des engrais. Il faut absolument que ça passe dans le plan. Et donc, quand les Américains ont dit, nous, on vous aide à vous relancer, c'était conditionné à une industrialisation de l'agriculture. Et vous pouvez dire, non, mais Pisani, Pisani, qui était ministre de l'Agriculture dans les années 60 et qui a été l'artisan du remembrement, qui a fait arracher toutes les haies et tous les arbres, a dit et a fait son mea culpa 30 ans après. Il a dit, écoutez, je pense que j'ai fait une erreur monumentale et je regrette, j'étais fasciné par la puissance des tracteurs. Et voilà, et donc il y avait d'autres manières. Et effectivement, là où vous avez raison, je termine là-dessus, il faut, et c'est avec les agriculteurs qu'on le fera, moi je passe mon temps à parler avec des agriculteurs. Effectivement, il y a des moments où on dit les choses crûment, et il y en a d'autres où on va essayer de trouver les lignes de convergence pour travailler ensemble. Et là, le prochain projet qu'on est en train de mettre en place, c'est l'agroforesterie, et c'est un truc qu'on ne fera que main dans la main avec les agriculteurs. Mais c'est pas eux qu'on accable, c'est pas eux qu'on accuse, ils sont les héritiers d'un modèle qui a été légitime en son temps, peut-être, vous avez raison, et l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'empêche qu'aujourd'hui c'est un petit peu l'enfer, et qu'il faut s'en sortir. Joël ? Oui, je voudrais aussi réagir par rapport au fait de la question de la fracture, de la fracturation, qu'il faut y faire attention. Il faut faire attention avec le monde agricole, il faut faire attention avec l'ensemble aussi de la population, en particulier la population pauvre et qui va grandissant. Comment reconnecter, comment se réconcilier. Maintenant, par rapport au modèle de développement, effectivement, le besoin de nourrir la Bretagne, qui était une région extrêmement pauvre, maintenant, il y a eu un moment où ça a basculé. Un certain nombre dans le monde agricole tiraient la sonnette d'alarme depuis les années 70-80. Et c'est d'ailleurs les résistants de l'agriculture biologique qui ont dit on va dans le mur à continuer comme ça, mais c'était carrément de la résistance tellement il y avait un rouleau compresseur. Pour moi, se reconnecter, pouvoir discuter avec le monde agricole, c'est avec le véritable monde agricole. Pour le moment, les discussions
en tout cas au niveau national et européen, je vois comment se passent les choses, c'est avec le système autour d'un gros syndicat agricole, autour des firmes qui produisent les engrais et les pesticides, autour des grosses coopératives agricoles. Tout ça fait système et ils défendent pied à pied ce modèle. Le modèle qui nous a on est obligé de le dire, qui nous a menés dans cette situation-là. L'effondrement de la biodiversité. Il y a un élément économique qu'on peut aussi citer, c'est le poids de la pollinisation dans la valeur économique. C'était en 2016, je m'entendais bien avec Stéphane Le Foll quand il était ministre de l'Agriculture, on n'en a pas eu un comme ça depuis. Par contre, Stéphane Le Foll, il avait des grandes jambes, mais il était obligé au grand écart et trop obligé au grand écart avec les tenants du modèle. Par contre, il a permis de faire avancer un certain nombre de choses, notamment via l'introduction de l'idée de l'agroécologie. Ça n'a pas pu être abouti. C'est pas à cause de lui, il a été coincé comme l'ont été tous les ministres de l'Agriculture. Ça, véritablement, il faut qu'on casse, il faut qu'il y ait rupture avec cela et qu'on se reconnecte avec le monde agricole. Pour moi, une partie importante de nos agriculteurs sont victimes d'un système. Et pour certains qui sont syndiqués, victimes de leur propre syndicat. Derrière, il y a la question quel modèle agricole on souhaite et il y a urgence à prendre le virage, mais c'est pas dans leur dos, c'est avec eux. Mais il ne faut pas qu'il y ait une agriculture, un modèle agricole dominant qui vient donner ses instructions. J'entends la présidente, néonicotinoïdes, il est hors de question. Quand elle a dit ça, eh bien, il est hors de question. Mine de rien, on revient aux néonicotinoïdes. C'est insensé que ça en soit là. Glyphosate, il est hors de question. Enfin, autant de sujets que... C'est la présidente qui vient le dire, et certaines expressions de la présidente qui ont été reprises par le ministre, c'était Travers à l'époque, le ministre de l'Agriculture, disant par exemple, il n'y a plus besoin d'aider l'agriculture biologique pour les premières années, parce que c'est en croissance et le système doit fonctionner tout seul. Sans prendre en question ce que disait très justement Maxime sur les externalités négatives. Alors j'avais demandé à Stéphane Le Foll, et en question orale, qu'on aurait besoin d'une étude pour évaluer ce que sont les externalités négatives. Cette étude a été menée entre l'INRA et l'ITAB, donc une étude scientifique. Par contre, on en a un petit peu parlé, ça n'a pas été exploité, alors que là, si on met dans la balance ce qu'apporte l'agriculture, qu'on va dire vertueuse, et ce que coûte l'agriculture conventionnelle, et bien là, les prix de l'alimentation ne sont plus les mêmes. Il est important que toute la population soit au courant de cela, que la population agricole et paysanne soit aussi au courant de cela. Et pour moi, ce qu'il faut, les états généraux de l'alimentation auxquels tu as participé, donc c'est Nicolas Hulot qui a mis ça autour de la table. On a besoin d'états généraux. Sur une idée des fermes d'avenir, comme m'a rappelé tout à l'heure Maxime. Et c'était génial cette idée-là. Enfin, tout le monde autour de la table, agriculture et alimentation, comment on fait? Eh bien, très rapidement, Nicolas Hulot, qui était encore ministre d'État, il a été écarté au profit du ministre de l'Agriculture, qui était le pilote, avec aux manettes la FNSEA et tous les tenants du modèle autour, ce qui fait que ça a été un échec, y compris pour les paysans qu'on était censé défendre. Alors pour moi, il le faudra bien, de véritables états généraux de l'agriculture et de l'alimentation avec une mise à plat totale. Mais ces états généraux, pour moi, ça va au-delà de l'agriculture. Il faudrait des états généraux sur l'ensemble de la société. Les gens sont à même d'entendre des efforts qui seront à faire par une partie de la population. Cette population est à même de l'entendre pour peu qu'elle sache quels sont les nouveaux caps, où on l'emmène. Voilà, j'ai été trop long, excusez-moi. Je me permets d'ailleurs juste de vous rappeler de bien poser les micros le plus possible près de votre bouche, parce qu'on enregistre. C'est vrai que vous avez tous parlé de l'aspect famine, révolution, états généraux. C'est effectivement très lié à l'alimentation et au polluant agricole, du coup. Marcel, tu voulais réagir à ce que disait Joël ? C'est pas exactement à ce niveau-là. Je voulais réagir sur les relations que nous avons avec les agriculteurs conventionnels, puisque je l'ai vécu. Donc, au départ,
dès que j'ai dit que c'était pour une agriculture biologique. Donc la quelques dizaines de paysans conventionnels donc, est montée au créneau. La discussion au début a été très 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 difficile. C'était simplement, ils posaient des questions, on répondait, mais ils ne voulaient rien entendre de ce qu'on leur disait. Ils avaient vraiment leur modèle agricole dans la tête, ils sont programmés pour ça. Et puis finalement, donc, quand on est arrivé à la deuxième étape du projet, c'est-à-dire quand on a eu toutes les autorisations administratives et qu'il fallait chercher les porteurs de projets, ce qui a été fait d'ailleurs par Terre de Liens Bretagne et par le groupement des agriculteurs biologiques, ils se sont rendus compte que le projet allait vraiment vers son terme. Et là, je crois qu'ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, juste comme ça, pour mémoire. On devait pendre mon effigie donc, sur le parvis de la mairie de Moëlan. Nous avons eu du fumier sur le portail de notre jardin, évidemment, mais ça c'est la petite histoire. Et finalement, on est arrivé à un dialogue avec quelques-uns, je dis bien quelques-uns de ces agriculteurs. Et au jour d'aujourd'hui, sur la dizaine, il y en a 3 qui se sont reconvertis en agriculteurs biologiques. Et il y en a un qui nous aide donc à défricher les terrains. Donc il est très content. Et en plus, sur ces terrains, puisqu'aujourd'hui, nous avons donc un paysan maraîcher qui s'est installé sur 6 hectares. Et il vit très bien. Ça lui suffit largement. Et nous avons surtout donc une association du pays de l'Orient qui s'appelle Optimisme, qui fait partie du réseau des jardins de Cocagne, donc du réseau national des jardins de Cocagne, qui s'est installé et qui s'occupe aussi de réinsérer des gens en difficulté. Et donc qui va créer sur la commune de Moëlan une douzaine d'emplois, donc en agriculture biologique. Donc le préfet les a autorisés à s'installer sur 15 hectares. Ils ont ensemencé donc en février de cette année. On va récolter le blé noir et les pommes de terre, donc en ce moment. Et ils demandent à pouvoir récupérer encore d'autres hectares pour pouvoir compléter donc l'approvisionnement, notamment du pays de l'Orient. Mais derrière ce projet, ce qui est visé, c'est l'alimentation donc, des collectivités. Donc nous voulons que tous ces denrées qui sont produites sur ces terres nouvellement récoltées aillent vers l'alimentation des écoliers, une alimentation collective de façon générale, donc les écoliers, mais aussi les EHPAD, etc., les hôpitaux. Voilà. Donc c'est un vrai projet de territoire que nous voulons mener. Nous sommes en passe de le réussir avec création d'emplois. Et donc ça, je pense que c'est un exemple qui est formidable pour notre région, pour la commune et pour notre région. Est-ce que tu peux simplement nous rappeler le texte de loi que vous avez utilisé C'est très simple, c'est-à-dire que le préfet peut disposer de terre et mettre donc à disposition de qui il veut une terre qui n'a pas été défrichée depuis au moins 3 ans. Merci beaucoup. Loïc, tu voulais enchaîner ? Oui, donc je veux redire qu'encore une fois, la finalité, elle est bien de faire en sorte qu'on soit capable de vivre sur cette planète encore longtemps. Et effectivement, il y a des enjeux considérables devant nous. Il y a plusieurs murs qui se présentent à nous avec un sentiment d'angoisse qui monte et qui pourrait là aussi fracturer largement la société tout autant que la vitesse à laquelle on fait la transition. Et donc il faut marcher sur un fil comme certains vont le faire, n'est-ce pas, ici tout à l'heure, et avoir un chemin commun. Voilà, encore une fois, le chemin, c'est décarbonisation, arrêt d'économies linéaires qui sont aberrantes, exploiter encore une fois du soja en Amérique du Sud pour les amener ici et après exporter nos produits à l'autre bout du monde n'a pas beaucoup de sens. Mais je redis aussi que la responsabilité d'un élu, c'est de dire que nous voulons non pas du PIB pour du PIB, on veut des emplois de qualité sur nos territoires, dans tous les domaines, y compris la production agricole, la pêche, la transformation des produits. Toutes ces économies sont indispensables pour nos territoires, à condition qu'ils intègrent la finitude du monde et qu'ils intègrent encore une fois des modèles résilients et durables. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, c'est quelle est la méthode pour faire ? En emmenant tout le monde. C'est pour ça que vous ne m'entendrez pas avoir les mêmes propos. Je suis fier des agriculteurs de Bretagne. On a mené des combats considérables. Ils sont encore nombreux devant nous, mais il y a déjà eu des combats de gagnés. Il faut continuer à avancer. Et je redis, je repense qu'à partir du moment où on met le prix, on met les moyens, on organise la politique agricole commune ensemble, on met en place des paiements redistributifs pour les 50 premiers hectares,
merci Stéphane Le Foll, et on met en place des systèmes qui permettent d'éviter de voir les exploitations croître et devenir des exploitations hors sol par rapport à l'agriculteur, c'est-à-dire l'agriculteur n'est plus propriétaire de son destin et de son exploitation, et ben là on a un beau chemin pour le construire. Et donc il faut de la planification et des combats à l'échelle européenne. Ça me semble indispensable, en ayant en tête que l'autonomie alimentaire est un vrai combat. Oui, on mange trop de viande. La consommation baisse par tête de pipe, mais la population augmente. Et donc ces sujets-là sont des sujets sur lesquels il faut travailler. Il faut travailler sur la protéine végétale, il faut travailler sur l'éducation de nos gamins. Il faut faire en sorte que dans les cantines, on arrête de mettre du saumon et du cabillaud alors qu'on ne pêche pas de saumon et de cabillaud en Bretagne. Enfin, il y a des trucs comme cela sur lesquels il faut remettre du bon sens dans l'action politique des uns et des autres. Et essayer de faire en sorte de ne pas se piéger nous-mêmes avec des mots ou des tensions. Tu parlais, Joël, de militants agricoles qui se piègent eux-mêmes. Il ne faut pas que les militants politiques se piègent eux-mêmes aussi. Il faut qu'on soit cohérent sur la vision politique que l'on a et qu'on soit capable d'être utopique. Il faut être utopique et construire un chemin qui permette d'emmener tout le monde vers cette transition. En fait, effectivement, chacun est un peu dans son rôle. C'est-à-dire que nous, on est là, on est des militants et Enfin, moi, je fais partie d'Extinction Rebellion. On se sert des armes qu'on a à disposition. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme les Gilets jaunes, on a notre corps et on se met en travers des pistes d'avions parce qu'on dit, mais c'est débile. Et aujourd'hui, on voit bien, ils font des avions qui vont nulle part, qui font des tours sur eux-mêmes. Et voilà, donc on voit l'aberration de ce monde. Et juste, il y a un truc qui est en jeu. Bien sûr, l'économie, bien sûr, l'emploi, bien sûr, tout ça, mais si on n'a plus d'eau potable, si on est à 450 ppm, si on est à 450 ppm dans l'atmosphère, s'il n'y a plus de pollinisateurs, c'est mort. Donc je veux dire, il y a un moment où il faut aussi être radical, revenir à la racine du problème et dire le problème, c'est que tout notre système est basé sur l'exploitation et des ressources et des humains. Donc il y a un moment où il faut dire c'est quoi notre vivre ensemble et on voit bien d'ailleurs quand on met 150 citoyens tirés au sort face à des gens qui leur expliquent les tenants et aboutissants du problème, certains arrivent en étant climato-sceptiques et ils repartent en votant une loi pour dire il faut passer à 110 machin. Enfin voilà, vous voyez toutes les lois de la Convention citoyenne pour le climat. Et d'ailleurs, il est question d'un moratoire, et là j'abonde complètement dans le sens de ce que dit Joël. Il y a un moment où il faut se poser les vraies questions de la société qu'on veut. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un réfrigérateur connecté à notre téléphone ? J'en sais rien, je crois pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est une gabegie en face de ressources, d'énergie, etc., et qu'en plus ça va augmenter la fracture qu'il y a entre le sud et le nord. Enfin, bref, il y a un moment où il faut se poser ces questions. Il y a des choses qui sont négociables, d'autres pas. La biodiversité, la santé, l'énergie, les ressources disponibles, la finitude du monde, c'est pas négociable. Non, mais l'emploi, la croissance, etc., c'est des choses qu'il faut rentrer maintenant en négociation et dire en fait, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on compte bien ? Non, je suis pas sûr. Donc du coup, il y a Ruffin qui dit un truc, il dit on s'arrête, on réfléchit et c'est pas triste. Oui, enfin ceux qui n'arrivent pas à finir le mois, ils sont pas vraiment pour s'arrêter, ils sont pour finir un mois et vivre. Donc moi je suis pour qu'on trouve de l'emploi durable et de qualité pour nos concitoyens. C'est un combat que j'assume, c'est un point de divergence peut-être entre nous, mais ce combat-là, si on ne l'assume pas de trouver des emplois durables et de qualité pour nos concitoyens, on va à un moment donné vivre des moments compliqués. Sur les emplois durables et qualité, là il y a une lettre publique qui est sortie de Sup Aéro des Carbos. Donc après l'annonce de Air France qui dit qu'ils vont sortir ou Airbus qui vont sortir des avions zéro émission d'ici 2050, etc. Où eux disent attendez, nous on n'y croit pas du tout une seconde, il va falloir réfléchir un peu plus sérieusement aux emplois justement durables et de demain, etc. Donc aujourd'hui on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que les emplois agricoles basés sur le pétrole, c'est des emplois qui ne sont pas durables et qui sont aujourd'hui délocalisés à coup de soja. Donc si on revient sur le sujet des polluants agricoles, du coup, on a vu que le plastique en était un, le CO2 en était un, que ça polluait l'eau, etc. Mais finalement, quelles solutions qu'on peut mettre en place rapidement et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place sur le plus long terme ? Donc tu as évoqué le plastique.
Le plastique, il y a eu la loi économie circulaire dans laquelle on a pris la décision d'écarter à terme et à court terme un certain nombre de matières plastiques au bénéfice de produits biodégradables. Donc là, on peut avancer. Maintenant, par rapport à ça, il y a de la résistance. Suite au confinement, il y a dans un certain modèle, certains se sont venus dire heureusement qu'il y avait le plastique. Utilisant cela pour dire il faut quand même continuer avec le plastique. Je crois qu'il faut... La question des remises en question est absolument nécessaire sur les polluants chimiques. Les pesticides, alors il y a une famille importante qui est celle des cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Il y en a encore plein qui sont alors avec recommandations de précaution et tout, on peut se passer de cela et on doit se passer de cela. On vient de découvrir, j'étais à Pommerais il y a une quinzaine de jours, on vient de découvrir, alors, études scientifiques, avec un journaliste d'investigation qui s'appelle Martin Boudot. Ils ont travaillé sur la question des résidus de cadmium dans la terre, dans les végétaux, notamment les pommes de terre, et y compris les huîtres. Et le cadmium, comment se fait-il qu'il y en ait autant? Ce sont les engrais phosphatés qui en contiennent, des engrais qui viennent du Maroc, tout ça est vérifiable. Et en fait, il y aurait possibilité de séparer le cadmium de l'engrais. Par contre, ça coûte, donc ça, c'est pas fait. Donc c'est un des prochains combats, parce que chaque fois, il faut combattre, avant la fin de l'année, faire en sorte qu'on oblige à séparer le cadmium des engrais phosphatés. Et alors moi, je ne le savais pas il y a 6 mois, parce qu'on a commencé à m'en parler il y a 6 mois, comme personne ne le sait. Ça, c'est important de le dire. Alors le cadmium, c'est un métal lourd, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction aussi. C'est dire là encore, on sait très bien quand on parle de modèle, parce qu'on est obligé de parler de modèle quand même, qui est fort utilisateur d'engrais, et bien là encore, c'est un effet pervers de l'agriculture intensive. Pourquoi on parle de l'intérêt des modèles polyculture élevage? C'est qu'on va retravailler en économie circulaire, parce que pour les paysans par le passé, le fumier était l'or du paysan. Aujourd'hui, il y a des endroits, la Bretagne en fait partie, où on est en excédent de fumier ou de lisier, et d'autres produits d'autres régions qui sont en déficit. Maintenant, à l'échelle de la Bretagne, moi je pense qu'à l'échelle de la stricte Bretagne, on doit revenir sur le mixte polyculture-élevage et de faire... On peut pas. Il y a un moment où on doit se poser la question, est-ce que la Bretagne doit être la région de production d'autant de production animale? C'est une vraie question, pas du jour au lendemain, mais c'est une question à poser. C'est pour ça que la question de se poser activement avec tout le monde autour de la table, mais associer à la population, associer les jeunes générations. L'idée de la Convention citoyenne, il n'y avait pas que des jeunes, mais il y avait des jeunes. Ces jeunes qui savent qu'on ne leur offre plus de perspectives, et c'est dramatique pour une société que de ne pas donner des perspectives positives à sa jeunesse, l'associer pour que véritablement elle soit associée à la réflexion et que les orientations que l'on doit donner, elles soient co-construites avec la population. Et on a les moyens de le faire maintenant. Par rapport à ce que vient de dire Joël, il faut que ceux qui nous écoutent aient conscience que, par exemple, en Bretagne, nous avons divisé par 2 le nombre de mètres carrés de poulaillers en 15 ans. Et que la région a dit, voilà, on était à 6 millions et quelques, on est à 3,2 millions, et on n'en prendra pas plus. On n'en prendra pas plus parce qu'on a pris notre dose, et maintenant, il faut travailler sur la qualité des modèles, le nombre d'animaux au mètre carré, les conditions d'élevage, etc. Pour vous donner un exemple, parce qu'on a l'impression qu'on est en train d'étouffer et d'en prendre de plus en plus. On a divisé par plus de 2 le nombre de mètres carrés de poulailler. C'est un vrai sujet. Par contre, je suis d'accord, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit continuer à nourrir 20 millions d'habitants? Nous sommes 3,2 millions, on nourrit 20 millions d'habitants. Pour moi, c'est une fierté. D'autres me disent qu'il faut revenir à 3,2 puisqu'on est 3,2, autonomie parfaite, et on ne fait pas au-delà. Moi, je pense qu'il faut poser le débat et se dire vers quoi on va. Mon modèle, moi, à titre personnel, ce que je pense correct, puisqu'on doit assumer cette autonomie alimentaire au niveau européen, c'est de se dire qu'il faut que les scientifiques nous aident à regarder quelle est la production maximum durable. La production maximum durable, c'est qu'est-ce qu'on est capable de produire le plus possible et le plus intense possible en hommes et en femmes sur le territoire,
pour faire en sorte de ne pas obérer l'avenir de notre planète tout en nourrissant l'Europe, la France et la Bretagne. Voilà, moi, la ligne politique à titre personnel que je pose. Est-ce que la comptabilité, du coup, que suggérait Maxime tout à l'heure, à la fois environnementale, économique et humaine, peut être un outil qu'on pourrait utiliser à l'échelle de la région ou même d'un État Mais je pense que la région va effectivement devoir intégrer dans ses modèles, par exemple, le coût carbone. Il va falloir regarder ce sujet du coût carbone. Il va falloir peut-être regarder effectivement l'impact environnemental global de chaque action que l'on mène. Quand on vote un SRADET, quand on fait la Brescop et qu'on dit on veut orienter les flux financiers pour tendre vers la décarbonisation et la capacité d'intégrer la finitude du monde dans nos modèles, il va bien falloir trouver les équations qui permettent de le faire. Et donc on travaille avec quelques cabinets, on travaille avec le cabinet Lucie par exemple, qui nous aide à réfléchir avec des normes ISO 26000, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais qui nous permettent de dire voilà le modèle vers lequel on veut tendre. On travaille aussi avec des gens qui travaillent sur les low-tech, parce que les low-tech sont aussi des sujets sur lesquels il faut mettre de l'argent public, parce qu'il n'y a pas d'équilibre pour le moment dans les modèles, pour permettre le développement de ces systèmes qui vont inspirer l'économie de demain, inspirer les industriels de demain, inspirer les citoyens de demain qui peuvent inventer eux-mêmes des choses chez eux. Et puis enfin, pas pour faire la pub de The Elementaire Project, mais les nouveaux explorateurs, ceux qui poussent les limites comme vous, on se doit de les financer aussi avec de l'argent public pour faire en sorte que vous puissiez continuer vos aventures parce que vous êtes, en plus d'être des lanceurs d'alerte, des explorateurs du monde et donc quelque part capables de nous éclairer vers les chemins à prendre. Donc oui, tout cela, il faut travailler dessus. Et ne nous trompons pas, quand je dis que je veux créer de l'emploi, c'est pas pour dire je veux du PIB pour le PIB. Je veux, mais j'insiste, parce que c'est important de se le dire, même si ça génère des divisions entre nous, ce qui est tout à fait agréable dans un débat politique, c'est parce que je pense que la question sociale est tout aussi importante que la question environnementale. Et que bien entendu que si on ne peut plus vivre sur la planète, il n'y a plus d'économie. Il n'y a pas d'économie de marché sans économie de subsistance. Ça ne marche pas. Donc les gens qui pensent ça se tirent bien entendu des balles dans les genoux. La seule chose, c'est que la misère du quotidien, je dois la régler tout autant que le sujet de la transition et le sujet de la finitude du monde. Je prends ça comme un compliment. Merci. Petit mot complémentaire par rapport à l'économie de marché dont tu parles. On est dans une économie de marché, mais on est dans une économie de marché maintenant extrêmement dérégulée. Et dérégulée d'une manière choix politique. Si on ne revient pas sur les questions de la régulation de l'économie de marché, pour moi, on ne s'en sortira pas. On se rend compte du résultat actuel de l'évolution, à savoir les plus riches, les classes les plus riches deviennent toujours plus riches et les classes pauvres s'appauvrissent. À la sortie de la crise Covid, quand on va en sortir, étant donné les difficultés économiques que ça va générer, il va encore y avoir de la perte d'emploi. On est obligé lucidement de le regarder et de le dire. Là encore, nécessité de se poser comment on va faire. Par contre, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour faire vivre les services publics dont on a grandement besoin. Il va bien falloir reponctionner, réguler pour qu'il y ait des riches et des pauvres dans une société. C'est normal en fonction des risques qui sont pris, du courage, du travail qui est fait, des études qu'on a pu faire. Par contre, l'échelle qui était admissible il y a encore 20 à 30 ans, aujourd'hui, elle est complètement inadmissible. L'échelle des différences entre les très hauts salaires... Hop, pardon. Pourtant, je te calme. Ouais. Non, pas du tout, il n'y a pas de... Pas du tout, alors... En tout cas, la question de la remise en question du capitalisme dérégulé, pour moi, elle est aussi fondamentale et on se doit de le dire. Et quand on parle, moi, complètement d'accord avec ce que tu disais, si on parle d'environnement, on doit parler en parallèle de social. On ne peut pas, c'est absolument indispensable, mais d'économique aussi. Donc c'est un nouvel modèle économique, social, environnemental qui est à créer. On en a parlé depuis 92, le fameux développement durable. Et 92, les sonnettes d'alarme étaient déjà tirées. Et on n'en a pas tiré les leçons. Et maintenant, et puis là, il ne s'agit pas d'aller montrer du doigt qui que ce soit. Maintenant, notre responsabilité est de tirer les leçons. Je suis vraiment désolé, Loïc. Et de tirer les leçons. Et là encore, collectivement et pacifiquement,
discuter, se mettre autour de la table. Un autre point que je voudrais mettre en avant, parce que je le ressens, le risque de violence. La société est fracturée et la fracture est en train de s'aggraver. Si on n'y fait pas gaffe, la violence peut partir et là on ne maîtrisera plus rien. C'est pour ça, moi je suis un révolutionnaire, parce que c'est nécessaire, mais révolutionnaire, selon l'expression d'Edgar Morin, qui le disait depuis 10 ans, 15 ans, on a besoin d'une révolution, la société, elle ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'on est capable d'avoir l'intelligence collective, de ne pas subir la révolution, mais de l'organiser? Et cette révolution serait une métamorphose. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce qu'on a la capacité collective, parce que l'heure est grave, d'organiser cette révolution métamorphose? Et ça, c'est pas le dialogue, c'est par le tour de table. La question des groupes de pression excessifs, économiques et financiers, il faut les écarter. Et en face, il y a aussi la pression citoyenne qui est nécessaire s'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais en cultivant le pacifisme et la non-violence, c'est drôlement important. Juste sur le fait de vouloir faire la révolution, je rappelle que le livre programmatique du président actuel, du président de la République, s'appelait Révolution. Donc a priori, vous êtes d'accord là-dessus? Pardon. C'était une blague. Juste, il y a un autre truc sur un autre truc sur la révolution, effectivement, et la non-violence. Il y a une révolutionnaire russe des années 20 qui est partie aux États-Unis, qui s'appelait Emma Goldman, qui a écrit, alors on lui attribue cette phrase, qui dit « Moi je veux bien faire de votre révolution si dans votre révolution on danse ». Et nous, la génération qui arrive là, qui a l'impression qu'il y a eu les 30 glorieuses, qui étaient en fait les 30... je sais pas quoi, les 30 saboteuses, qui ont quand même saboté une partie de leur capacité à eux à avoir un avenir serein, et ils se disent au moins il va falloir qu'on le fasse dans la joie. Et nous, on dit qu'on est des militants. Extinction Rebellion, la première ligne, c'est non-violence. Et là où tu as raison, c'est que moi j'ai beaucoup d'amis qui, écœurés devant l'inaction ou les répétitions des promesses non tenues et l'aggravation du truc, 1% des plus riches détiennent pareil que 50% des plus pauvres, et ça continue de s'augmenter. Enfin, voilà. Et donc du coup, face à cette situation qui se tend, verse dans la violence. Moi j'ai des potes qui sont passés de l'autre côté de la ligne de crête, et en fait on peut pas les récupérer. Ils disent non de toute manière. Et donc ça, il y a même des pamphlets de je sais plus comment il s'appelle, Peter Gederlos, qui dit comment la non-violence protège l'État, et il invite tout le monde à rentrer dans la violence. Alors il faut absolument qu'on arrive à le faire pacifiquement. Et pareil sur l'histoire de l'agriculture, pour revenir au sujet, moi je pense que les agriculteurs, ils comprendront qu'on n'en a pas contre eux, qu'on n'a rien contre eux le jour où on travaillera avec eux. Et en fait le projet qu'on propose et que je suis en train de monter, c'est un projet justement où on va planter des arbres. Il faut planter des dizaines de millions d'arbres, des dizaines de milliers de kilomètres de haies. Et en fait, on va pas le faire la nuit pendant que les agriculteurs dorment pour qu'ils défoncent les arbres. On va le faire avec eux. Et en fait, je pense que on a eu cette chance il y a quelques semaines d'aller voir le pape. J'ai emmené une délégation d'écolos et on est allé voir le pape. Et le pape nous a dit ça. Il nous a dit ça se fera dans l'amour, ça se fera dans la bienveillance et la tendresse. Sinon, c'est mort. Et clairement, on ne peut le faire que comme ça. Et c'est pour ça qu'on continue à parler aux agriculteurs et à essayer de trouver les lignes de convergence. Et par exemple, l'arbre, au moins, est consensuel. C'est un totem de réconciliation, d'après moi, et c'est là-dessus qu'on va baser notre action, parce qu'en plus, ça a tous les bénéfices qu'on connaît sur la fixation du carbone dans le sol, l'augmentation du taux de matière organique, de la fertilité des sols, la biodiversité, etc. Je me permets juste de dire que, puisqu'on a un militant d'Extinction Rebellion qui est là, il faut bien militer au sein de votre association sur le fait que la non-violence, ça va jusqu'à éviter de taguer les murs de certaines exploitations avec des mots qui sont juste immondes pour le monde agricole. Parce que vous parliez tout à l'heure de suicide. Il y a un ancien maire ici, 2 anciens maires, 3 anciens maires. J'ai été maire moi aussi pendant 2 mandats. On a tous, en tant que maire, vécu des drames. Vous en parliez tout à l'heure des suicides et autres. Et là, on est dans une situation où la tension est extrême. Et où le fait de montrer du doigt sous cette forme est inacceptable. Alors, juste inacceptable pour un élu de la République que je suis. C'est pas XR, c'est L214. Mais... on retrouvera les textes, mais sincèrement, il y a des propos et des manières de faire qui sont inacceptables.
Joël, tu parlais tout à l'heure de polluants qui passaient de la terre à la mer, le cadmium. On aurait pu parler d'eutrophisation avec finalement quelque chose qui nourrit les récoltes, les nitrates, et qui viennent ensuite nourrir qui crée des déséquilibres finalement écologiques. Un des principes de l'économie circulaire, et vous l'avez dit, c'est d'utiliser les cercles de biodiversité, à la fois économiques mais aussi écologiques. Ici à Groix, ils ont une initiative qui était très intéressante. Ils ont des moules bio et ils ont un déficit de calcaire dans la terre. Ils veulent revitaliser le sol en broyant les moules pour amener du calcaire dans la terre. Et ce qu'ils expliquaient, c'était qu'en fait, en passant en bio sur l'île, ils s'évitaient les problèmes de pesticides dans l'eau. Et puisque l'eau était propre, ils pouvaient ramener de la ressource qui était propre. J'entendais dans ce que tu disais tout à l'heure, les déchets, finalement, tu parlais des produits qui sont toxiques et de la surproduction de déchets. Quels déchets, finalement, on peut utiliser pour faire de la régénération, à la fois économique ou écosystémique, en Bretagne ou ailleurs, d'ailleurs, sur les îles? Donc s'il est réutilisable et réutilisé, ce n'est plus un déchet. C'est là l'intérêt, justement, ça redevient une richesse. Tu as évoqué les moules broyés. La question des huiles, des coques d'huîtres, même chose. Il y a une économie extraordinaire, mais il y a des choses qui sont parties là-dessus, au moins expérimentées, et qui sont extrêmement intéressantes. Là-dessus, il y a des nouveaux emplois à créer, une nouvelle économie, mais véritablement, ça veut dire une remise en question et faire confiance à l'expérimentation de territoire. Je reviens sur l'expérimentation de Marcel sur sa commune de Moëlan. Ce type que tu vois aussi, Loïc, un peu partout, de ces graines du changement qui poussent un peu partout et qui vont dans le bon sens, comment faire en sorte que l'on puisse faire en sorte qu'elles deviennent générales. Alors par rapport à la question des déchets, effectivement, mais pour qu'il y ait le moins possible de déchets, il faut éviter la démesure et il faut éviter le déséquilibre. C'est toujours la question. S'il y a trop eutrophisation, algues vertes et toutes les conséquences, donc ça vient toujours d'excès de pratiques ou d'excès de produits. Comment faire en sorte qu'on revienne à de la mesure pour sortir de la démesure dont parle si bien Patrick Vivray. Pourquoi on en est là? On est parti dans la culture de la démesure et celle-là, elle est suicidaire. Donc on a parlé des déchets, à la fois des polluants agricoles, à la fois du CO2, à la fois des déchets qu'on peut réutiliser. Je jette un pavé dans la mare. OGM. Nous avons interdit les OGM dans les cantines, donc c'est pas pour en utiliser ailleurs. Par contre, je pense que la recherche agronomique doit continuer. Et finalement, quand on fait des croisements naturellement, on modifie la génétique des plantes. Donc il faut là aussi de la science, mais de la déontologie et une ligne claire de ce que nous voulons ou nous ne voulons pas. Et je pense que si on veut sortir des pesticides, il va bien falloir trouver demain des types de betteraves qui nous permettent de tenir, y compris lorsqu'il y a ces histoires de pucerons ou autres. Il va falloir travailler sur des plantes plus résilientes au changement climatique ou à la chaleur. Et ces sujets, ce n'est pas forcément de la chimie dans l'ADN, donc de l'OGM tel qu'on l'imagine en labo, mais c'est de la recherche agro qui doit continuer à avancer et sur lesquels il faut mettre des moyens si on veut sortir de la chimie de synthèse. Je réagis. La mise de moyens très 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 juste. Mais l'INRA, jusqu'il y a 2 ans, seulement 10% des crédits de l'INRA étaient réservés à la recherche sur le bio. Ça aussi, c'est vérifiable. Et donc, de la recherche, il y a lieu d'y en faire, de réinviter la science, mais la science dans sa globalité. Parce que la science des nouvelles technologies, il faut faire gaffe. Alors sur la question des variétés, les variétés locales, résistantes, sélectionnées aussi, parce que c'est la recherche là-dessus, parce que moi je fais gaffe, alors c'est pas du tout s'opposer à la science et aller dans l'obscurantisme, ou bien le comment il l'a dit, le yamish là, enfin c'est l'amish. Surtout, il y a une science, il y a une autre science, il y a des chercheurs qui sont à même de nous apporter de la connaissance scientifique pour faire évoluer, parce que sur les OGM, on les a refusés en France, et heureusement, ça a été un combat, un lourd combat
qu'on a réussi à les refuser, bien qu'on admette qu'ils reviennent sous forme de soja, parce que 80% de soja est transgénique dans le soja importé, donc c'est très très bien les initiatives de la région par rapport à cela. Mais maintenant, la recherche, d'accord avec toi sur la recherche, mais la recherche qui a permis, par exemple, de définir, de trouver ce qu'on appelle les OGM cachés, VRTH, variétés résistantes ou tolérantes aux herbicides. Ça veut dire qu'avec ces variétés-là, eh bien, on peut continuer à épandre des herbicides dessus, elles vont survivre. Et ça, c'est de la mauvaise science, et ce n'est pas de la science d'avenir. Et pourtant, ils sont dessus, les chercheurs, mais ces chercheurs-là sont toujours dans l'intérêt des grosses sociétés qui veulent continuer à avancer, qui ne mettent le salut que dans la science dure. C'est là où il faut hyper faire gaffe, à mon sens, plus que jamais. Donc on a bien 2 types d'OGM, finalement, même 3 types. Les sélections naturelles, les sélections où on modifie le génome, qui endommagent peut-être pas l'environnement, et puis celles qui sont censées résister à un type de pesticide et sur lesquelles on épand drastiquement. Vous avez un mot sur les OGM ? C'est juste qu'on n'en a pas besoin. Enfin, aujourd'hui, on a moyen... Retrouvons un petit peu les variétés anciennes sur l'exemple des betteraves. Si on avait 150 variétés de betteraves comme c'était le cas il y a 100 ans, on n'aurait pas cette attaque et ce risque systémique sur l'ensemble de la région nord betteravière, quoi. Il faut de la diversité. Et en fait, les OGM contribuent à mono-spécifier, à standardiser. Hein. Le Monsanto 810, moi, ma femme est brésilienne, elle est du Mato Grosso, pour vous dire, c'est que le même maïs partout. Et c'est un maïs, effectivement, qui produit lui-même l'insecticide. Et donc, du coup, on peut balancer ce qu'on veut dessus. C'est glyphosaté toute l'année. Enfin, il n'y a aucun problème pour eux. Et c'est de la monospécification. Enfin, voilà, on continue à se spécifier. Et on sait que c'est ce qui nous rend le plus vulnérable, quoi. Donc, et pareil, moi je suis pour la recherche, je suis ingénieur et j'ai envie de chercher. Et clairement, quand il y a eu ce mouvement de faucheurs volontaires pour manifester en disant attendez, il ne faut pas qu'on fasse un truc dans notre dos, etc., il y avait du bien dans ce mouvement, il y avait de la critique aussi, parce qu'en fait c'est con, parce que c'est des champs qui permettent aujourd'hui soit de prouver qu'il y a une piste possible, soit de prouver que c'est vers l'impasse que ça nous mène. Mais en tout cas, sans avoir les chiffres et sans avoir les résultats, on ne peut pas trop. Donc, je ne suis pas complètement pour ce mouvement des faucheurs volontaires à l'époque. Néanmoins, il a réussi, grâce à José et Beauvais, etc., à mettre la lumière et les projecteurs sur ce truc qui, sinon, nous serait arrivé sans qu'on ait notre mot à dire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour la 5G. Je veux dire, il y a un moment où il va falloir écouter un petit peu les citoyens. On peut jeter un autre pavé dans la mare, parce qu'il y a beaucoup de sujets clivants en ce moment, mais la chasse, on est 90% des Français à vouloir que ça s'arrête. Là, on a découvert encore hier des trucs avec des millions de volailles, de faisans, de perdrix, etc., qui sont... Des millions, et là des millions de c'est la vidéo d'hier dans la Nièvre, je crois, dans la Nièvre ou dans les Deux-Sèvres. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais c'est terrible. C'est des millions de faisans et de perdrix qui sont élevés juste pour être relâchés pour les chasseurs. Il y a un moment où il va falloir se poser ensemble et dire ok, est-ce qu'on est en démocratie ou pas? Démocratie, c'est la loi aussi du plus grand nombre, et en fait on est beaucoup à pas vouloir de pesticides, à pas vouloir de chasse telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée. Et donc voilà, il y a des sujets dont il va falloir parler, et sinon ça va continuer à cliver, quoi. Et le risque, c'est ça, et vous l'avez dit, et moi c'est terrible. Le risque, c'est qu'effectivement des gens qui hier prenaient la non-violence versent dans la violence, parce qu'on n'a pas du tout envie de ça, quoi. Pas du tout. Le sujet des polluants agricoles, c'est étonnant parce que on extrait des sols du phosphore pour pouvoir les réenrichir, alors que dans notre corps, on produit nous-mêmes des engrais naturels et ça prête à sourire. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'urine aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas pour l'agriculture ? C'est un vrai sujet sur lequel effectivement il faut qu'on travaille. Il y a 2 types de modèles dans ce sujet de l'urine et de la réutilisation de l'urine dans l'agriculture. Il y a un premier sujet qui, pour certains, considère qu'on a monté un système parallèle à notre système d'assainissement, et je pense que c'est très coûteux en investissement et que ce n'est pas soutenable. Désolé encore de parler d'argent.
Et il y a un deuxième aspect qui est peut-être de travailler dans nos stations d'épuration pour faire en sorte de ressortir l'urée de la station d'épuration. Et ça, je pense que c'est des sujets sur lesquels on peut travailler. Alors on peut peut-être trouver des endroits où on peut récupérer l'urine directement, dans les festivals ou autres. Il y a de quoi récupérer des centaines de litres, de milliers de litres d'urine. Mais ils sont quelquefois avec du CH4 qui peut produire de l'énergie, cher ami, pour faire d'autres choses. Bon, au-delà de la boutade, je pense que ces sujets sont à regarder. Mais puisqu'on parle de polluants agricoles, parlons du premier polluant qu'on a ici, par exemple, dans ce territoire. C'est les humains. C'est les humains. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet sur nos réseaux d'assainissement, on a un vrai sujet sur nos assainissements individuels, et on a des gens qui, ici, construisent leur maison, sont très heureux, disent d'ailleurs qu'il faut que les agriculteurs fassent des efforts, disent que les politiques, ils devraient se bouger les fesses, mais qui ont leur assainissement tout pourri. Tout pourri. Et donc là, je pense qu'il faut à un moment donné dire stop. Et la région, là pour le coup, je l'ai annoncé encore, nous étions ensemble, on se quitte plus. Il y a des signes sur le sujet de l'ostréiculture, et j'ai annoncé que nous ne subventionnerons plus les communes, les projets des communes, si les systèmes d'assainissement collectif ne sont pas aux normes. Parce que c'est pas soutenable. On peut pas continuer comme ça. Vous avez l'hiver dernier vu des dizaines de tonnes d'huîtres partir à la poubelle parce qu'elles n'étaient plus consommables, et des milliers de citoyens choper des gastro après avoir bouffé des huîtres. Bon, ou des maladies diverses et variées. On a eu un vrai problème là-dessus. Il faut qu'on s'en rende compte et il faut agir. Parce que si on ne bouge pas là, on va vraiment dans le mur. C'était l'urée. T'as un autre mot Quelque chose à rajouter? Oui, puisqu'on parlait d'ostréiculture et que je viens d'un pays où effectivement est née l'huître plate, où elle a acquis ses lettres de noblesse, c'est le belon. Oui, elle a été exportée effectivement au Japon, aux États-Unis et autres. Et donc, on parle de pollution. Donc, nous avons de superbes rias, les abers dans le nord de la Bretagne, les rias dans le sud, où il y a de l'ostréiculture. Et ce qui est assez marrant, c'est que de temps en temps, effectivement, alors ça c'est pas marrant, mais ce que je vais raconter c'est assez marrant, de temps en temps, ces rias sont pollués, surtout donc par des problèmes dus à l'assainissement, comme disait Loïc tout à l'heure, quand il pleut trop, etc. Donc les stations d'épuration ne sont pas capables de récupérer donc toute cette eau, et ça part directement dans les rias, et à ce moment-là, vous avez donc le taux de bactéries qui augmente, la fameuse bactérie Escherichia coli, et donc lorsqu'elle dépasse un seuil, le préfet interdit la commercialisation de cette huître-là. Alors bien sûr, c'est un grand dommage pour les ostréiculteurs. Souvent, ça arrive lorsqu'il y a eu les pluies diluviennes d'octobre, novembre, lorsqu'ils préparent justement leur saison de Noël. Et c'est là qu'ils vendent les trois quarts de leur cheptel. Je crois que tout le monde comprend ça. Donc il y a une pollution, oui c'est l'assainissement, oui c'est le maire qui n'a pas dimensionné suffisamment donc sa station d'épuration, etc. Ça revient toujours au maire. Mais il y a un autre problème qui est quand même assez marrant, c'est qu'à côté de ça, on sait qu'il y a des pesticides dans l'eau, on sait qu'il y a des nitrates, qu'il y a du phosphate, qu'il y a du cadmium. On a trouvé donc effectivement dans les eaux du Belon des métaux lourds, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors, on peut penser que ça vient du centre de la Bretagne, donc des résurgences d'eau qui viennent là depuis le centre du Finistère, des Côtes-d'Armor, etc. et qui, par le biais des nappes phréatiques, arrivent dans le Belon. Mais ça, donc on sait très bien, les pesticides, on les a mesurés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de redoutable parce que il ne faut pas que telle molécule de pesticide dépasse un taux. Ça ne dépasse pas. Mais il est dit, second alinéa, que si vous combinez donc les sommes des pesticides et si vous dépassez une valeur, alors là, effectivement, l'eau donc n'est plus est polluée et donc en conséquence, vous devez fermer, vous ne devez plus aller récupérer à la pêche à pied donc les différents mollusques et les ostréiculteurs ne peuvent plus vendre leurs produits. Et bien ça, le jour où un préfet vous dira on ferme parce qu'il y a effectivement trop de métaux lourds dans les eaux des rias et autres, et ben c'est pas demain la veille. Donc je pense que l'administration ferme les yeux là sur quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on nous laisse manger effectivement des produits qui sont fort bons, mais qui contiennent une dose assez importante de métaux lourds, divers métaux lourds, des pesticides et autres, et ça, tout va bien pour le moment. Sauf quand il y a les bactéries Escherichia coli.
Eh ben, je vais vous remercier tous pour votre contribution au débat. Est-ce que tu peux passer ton micro? C'est vrai que d'habitude, on a des micros qui Je me permets sont passés dans le d'intervenir. public. Jean-Pierre, je suis brasseur sur l'île de Groix, autosuffisant en orge, en agriculture régénérative, zéro intrant et carbone positif. Et si je me permets d'intervenir, c'est pas à ce titre-là, mais c'est parce que par ailleurs, je suis président du comité scientifique d'un think tank international, président d'une école d'agro, et ça fait 12 ans que je m'occupe d'une fondation qui, à travers le monde, restaure des sols. Et j'adhère complètement à tout ce qui est dit, bien sûr, vous imaginez. Et je rajouterai une chose, c'est que cette conviction que j'ai depuis 15 ans, elle est liée à ce triptyque qui est un sol vivant, génère des hommes vivants, qui génèrent des territoires vivants. Et tout ce que l'on fait aujourd'hui, vous avez parlé de folie, j'ai 60 ans, je suis fou, je l'ai fait ici sur Groix. Je pense que c'est possible à le faire au niveau national. Je suis aujourd'hui missionné par la région Grand Est pour déjà le mettre en œuvre. On en parle aussi pour la région Bretagne. J'ai la conviction en fait qu'on peut, aujourd'hui tu parlais du pape et de la bienveillance, qu'on peut générer ce fameux effet d'échelle parce qu'aujourd'hui des initiatives, il y en a partout. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de conjuguer ça pour arriver à avoir un effet d'échelle et d'avoir l'effet d'échelle à court terme. Et à court terme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'économie. Et moi, je crois à l'économie bienveillante, ce que j'appelle l'économie bienveillante. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste au fait qu'à un moment donné, il y a une nouvelle économie qui arrive à travers le carbone, il y a des nouvelles économies qui arrivent à travers les PES, il y a une économie qui existe aujourd'hui, qui est les économies de filières, parce que les filières ont besoin de sécuriser leur... Et il y a aussi l'économie qui est liée aux subventions, à la PAC, à la nouvelle PAC. Et si on faisait en fait la conjonction de tous ces éléments pour assurer le fait de faire ce changement de paradigme pour le passage à l'échelle. On a trop de petites initiatives superbes partout. Et aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on peut passer dans les 3 ans à venir sur un transfert du passage par exemple en conservation des sols à 30 à 40% de la SAU française avec une bonne dynamique autour d'une nouvelle PAC, d'un financement public-privé et des nouveaux financements. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre intervention. Petit mot pour conclure donc, on a vu que c'était une thématique qui était très complexe, qui abordait différents niveaux de complexité, qui touchait à la fois les individus, les collectifs. Tu parlais tout à l'heure du fait que l'enfer était pavé de bonnes intentions. L'inverse est aussi vrai et c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Fritz Haber et son invention du procédé Haber-Bosch qui a été inventé dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale pour tuer plein de gens avec des gaz, qui en fait s'est retrouvé être la solution qui a permis d'améliorer l'agriculture et de sauver 2 milliards de personnes. Et finalement, ça s'est encore retourné contre lui et ça a créé une pollution massive de l'environnement par les nitrates. Donc l'histoire a parfois des chemins que l'on ne connaît pas. Et pour conclure, on est venu en bateau, nous sommes tous dans le même bateau et on a tous les moyens de se mettre ensemble autour de la table sur les sujets complexes pour les résoudre ensemble. Merci à vous d'être venus. Merci à tous les 4.